Jusqu'à 22h30, des Girondins de Bordeaux avec ce soir autour du micro, Coach Tolo. Salut Didier. Salut, bonsoir à tous. Manu qui est là, Manu Community Manager de FanLive. Voilà, salut Manu, ça va? À la Roche. Voilà. Bonsoir à tous, on avait une question pour nos auditeurs, nos amis auditeurs sur le hashtag WG Le Talk, c'est est-ce que Bordeaux peut ramener au moins un match nul de Marseille? Voilà. Répondez-y. Voilà. Donnez-nous votre avis. On Il y a ira déjà des aux tendances, amis. d'ailleurs. Il y a Oui, déjà des tendances. Est-ce que vous pensez qu'on peut ramener au moins un point du De Vélodrome? Marseille, C'est du ça. Vélodrome. On y répondra tout à l'heure. Et il y a Jean Aurel qui est là. Salut Jean Aurel. Salut à tous. Alors toi, c'est quoi ton compte Twitter? Alors mon compte Twitter, putain d'ailleurs c'est quoi l'Irosport Biz. Voilà, où je Voilà. viens embêter Didier Tolo toute la semaine. Et Didier, t'en penses quoi de ça, etc., etc. Surtout quand on parle évidemment d'étrangers, voilà, dans le football. Puisque Jean Aurel n'est intéressé que par les footballeurs étrangers. Exactement. C'est ça. Voilà, même en Belgique, je suis intéressé. Voilà. Il est À la pas corporate. technique, on a Lucas. Salut Lucas. Salut à tous. Comment tu vas? Ben ça va et toi? Non, ben écoute, moi ça va, très bien. Eh ben, impeccable. Et on a Aurélien qui est là à côté de nous sur son ordinateur en train d'écouter de la musique. Voilà. On passera tout à l'heure en live sur Facebook. Oui. Et dès qu'on passe en live, j'ai une petite surprise pour vous. D'accord. Si Ok, seulement très bien. C'était autre chose que Luan que tu. Alors, le programme de cette émission, première partie jusqu'à 21h40, on va débriefer ce Bordeaux-Amiens, cette victoire 3-2. On verra que retenir de la rencontre. On aura l'analyse, l'œil du coach, hein, qui est déjà paru dans Sud-Ouest. Hein. Moi, j'ai bien lu ton analyse. Hein, donc, écoute, on va regarder ça ensemble. On fera un petit focus sur Lucas le Rageur. Alors moi, je me pose beaucoup de questions sur ce joueur. Je vois qu'il est toujours aligné et ça m'intéresse d'avoir l'avis de coach Tolo dessus parce qu'il doit apporter à l'équipe puisqu'on le laisse toujours en place et moi je le trouve pas souvent brillant, donc bon, ça voilà. Donc on parlera également la communication de Poyet, on se projettera sur le match de Marseille-Bordeaux, on fera avant cette fin de première partie, et on accueillera un ancien joueur des Girondins de Bordeaux, espagnol. Tu vas nous l'annoncer, Jean Aurel, c'est quand même une exclusivité sur le talk, hein. C'est très Yama. rare de l'avoir. C'est Yama Albert Celades. Alors voilà, c'est Albert Celades qui sera avec nous. Alors je sais pas trop si ça se fera en espagnol ou en français, auquel cas on traduira. Por favor. Voilà. Que quieres? Yes. Que a ti te gusta? Mi. Voilà, Mais donc après, il a joué à Bordeaux, il a joué au Real Madrid, et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il est entraîneur de la sélection U17 qui prépare d'ailleurs les sélections, je crois, pour il doit y avoir un championnat d'Europe ou un truc comme ça. Là. U17 espagnol, de l'Espagne. Ouais. D'accord. Avec, Ok. Bon, qualité, voilà. c'est super. Deuxième partie, 21h45, 22h30. On fera un petit tour de table sur ce Bordeaux-Marseille. On accueillera Najet Rami, qui est chroniqueuse sur plusieurs médias marseillais et phocéen.fr notamment, que je salue, et grande supportrice de l'OM. On aura la rubrique Taquetique et on fera les pronos et on aura un auditeur au téléphone, Gino, dans le dernier quart d'heure Gino. pour échanger avec lui. Voilà, allez, les présentations. Vous C'est n'aurez un- un numéro de téléphone que je puisse appeler quand tu dors. Alors, d'accord, non, mais c'est très bien. Oui, oui, oui. Tu pourras appeler, si tu veux, Didier. C'est 05 Oui, 56 bonjour, c'est Didier T. 74 76 85. Par contre, tu viens avec ta vraie identité ou Non, tu te fais passer pour On quelqu'un verra. d'autre? On verra. 05 56 Je vous ai 74 cassé la 76. discussion avec un match en Coupe du 85. 1-0 à Bordeaux. C'est bien moi. Qui J'étais en suis-je? dépression ce jour-là. On devrait faire un jeu qui suis-je? Ah Non, mais bon, je sais pas comment on pourrait faire. Si, très, Oui. bon. Taquetti, On dit pas que Didier est là et puis on essaie de faire deviner que c'est lui. Maintenant, tout le monde le sait maintenant. Hein. Ouais, merde, c'est une mauvaise idée, ça. Qui c'est ce mec qui a marqué le premier but de Milan, mais je connais pas. Il a joué au Girondin? Du tibia. Ouais. Bon, alors, ce match Bordeaux-Amiens, on a encore gagné, 4e victoire consécutive. Encore. Que retenir de ce match, coach Tolo? Ah, et le positif, déjà, 4e victoire, ça faisait depuis, je sais pas, 2013, 2013 qu'il n'y a pas eu 4 victoires de suite. Donc, ça, c'est très, très important parce que quand on sait qu'il y a la victoire, il y a forcément un peu plus de confiance. Dans le positif, il y a aussi 2 buts sur corner. Et ça, c'est très... Ça faisait longtemps. Ouais, mais ça c'est très très important aujourd'hui quand vous avez un bloc bas comme a été Amiens, un bloc très compact avec peu d'espace entre les lignes, ça permet de débloquer des situations qui par le jeu sont un peu plus compliquées. Voilà. Après il y a aussi encore la confirmation de Koundé.
Voilà, aujourd'hui. On se demande jusqu'où. Aujourd'hui, il y a un mois, on m'avait posé la question si la taille allait pas l'handicaper. Là, on a pu voir sur le premier but à quelle hauteur il est monté. Impressionnant. C'est pas la taille, c'est le timing qui compte. Il est monté vraiment sur le bon timing et il la met très très bien. Voilà, il met pas de match en match. Et puis après, voilà, je l'ai dit aussi, il y a un peu, voilà, faut pas tomber dans l'euphorie complète parce que je pense qu'il y a des zones un petit peu d'ombre. On a vu que d'abord Bordeaux avait beaucoup plus de mal que les 4 derniers matchs à faire le jeu. C'est plus une équipe, à mon avis, qui est plus à l'aise à contrer. La fin de match, où il y a 2 buts pris, le nombre d'occasions finalement par rapport à ce match d'Amiens qui avait, voilà, dans un match à domicile où on a concédé plus d'occasions, à mon avis, contre Amiens que contre Lyon, qu'à Nantes ou à Strasbourg. Donc ça, c'est aussi un petit peu... il faudra faire attention. Il y a une grosse occasion d'Amiens, là. C'est en Ouais, c'est pour moi, c'est vraiment le tournant du match. Pour moi, c'est si Fofana met le but 1 minute avant que Bordeaux ouvre le score, je suis pas sûr que l'issue du match soit vraiment la même chose. C'est ça, tu l'as dit, on mène toujours au score, hein. C'est Ouais, ça, depuis ouais. que. Oui, oui, qu'il mais est parce parti, que encore une fois, on en a parlé la dernière fois aussi. C'est parce qu'il y a une volonté d'aller chercher, mais on a été beaucoup plus en difficulté dans le jeu avec ce bloc de 5 défenseurs et de 4 milieux de terrain d'Amiens. Et voilà, il y a eu. On a été plus embêtés, même s'il y a eu des percées ou des appels en profondeur de l'Eraguer et de Maïté. On a été beaucoup plus en difficulté dans ce match, dans le jeu. Jean-Rel, ton sentiment sur la rencontre? Ouais, moi, ce qui m'a, par rapport aux trois matchs précédents, c'est au niveau de l'intensité. J'ai trouvé que c'était moins huilé. Autre point, moi, je suis pas forcément adepte de la Malcolm Mania, mais là, je l'ai trouvé très bon. Parce qu'on parle de la passe décisive du centre de Sabali, mais j'ai trouvé que son décalage était super. Et puis voilà, donc Mendoza, j'ai trouvé aussi très bonne recrue d'Amiens. Et on avait parlé avec le président Pouillot de Gaël Kakuta, que j'ai trouvé, voilà, j'ai regardé un petit peu aussi ce qui se passait en face. Je l'ai trouvé plutôt bon sur la première touche de balle. Maintenant, Amiens, voilà, c'est une équipe qui s'est battue et peut-être qu'on les a un petit peu sous-estimés après en deuxième mi-temps, mais non, il y a un changement tactique important d'Amiens. Ils étaient à 5, après ils sont passés à 4 en étant beaucoup plus haut, beaucoup plus agressif. Mais on revient par rapport à Malcolm. Malcolm a été bon parce qu'il a aussi simplifié son jeu. Sabali lui est passé 3 fois, il lui a donné 2 fois. Sur les matchs avant, Sabali est passé 10 fois, lui donnait 0 fois. Donc, et après, il montait plus après. Voilà, donc là, le deuxième but vient de cette place-là. Donc oui, Malcolm est mieux parce que pour moi, il simplifie son jeu, il peut être décisif. Tu peux être décisif par une passe décisive sans un exploit individuel. Je rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag WGLeTalk. Justement, il y a Drive151 qui nous met salut Talker, salut Drive. Encore 7 points et c'est le maintien. OM Bordeaux, on va pouvoir enfin se tester. Il rajoute après, face à l'OM, on devra être aussi 5 sur 5. Ouais, bon, on en parlera après de Marseille, mais c'est vrai que ça va être un test, hein, cette série de matchs. Toujours en restant sur ce match-là, on peut parler de la première de Braithwaite. On en a parlé, toi t'as trouvé décevant, Jean? Ouais, il manquait de jus un petit peu, j'ai trouvé. Voilà, ouais, il essayait de se rassurer. Il est pas à son poste aussi, il est à gauche. Ouais. En même temps, c'est pas un joueur de couloir, c'est un joueur axial qui fait jouer son physique. Il faut bien qu'il y ait une première. Bien sûr, donc moi j'ai trouvé tirer les conclusions. Enfin, du moins parler de Braithwaite maintenant, c'est un peu sévère. Il faut attendre plusieurs matchs qu'il joue à son poste réellement, et là on pourra voir le joueur qu'il est. Est-ce que c'est une alternative à Depréville, Didier? Sur le côté gauche, non? Sur le côté, ou pas? Moi, je pense pas, mais voilà, il a aussi les caractéristiques aussi un petit peu de Depréville, c'est qu'il se bat, il est généreux, il fait les efforts, voilà, mais c'est pas vraiment son poste de prédilection. Il a une bonne qualité de passe, je trouve, de conservation, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il avait pas mal remis quand même vers l'arrière. Vers l'intérieur et mais
Bon, c'est pas Bon, moi, je le à juge sa pas décharge, là-dessus. à sa Ouais, décharge, je le juge à pas, sa- c'est son premier match, il essaie de Oui. trouver ses marques aussi, il a pas joué depuis 3 mois, je crois. Non, mais à ses décharges, le bloc amiénois était très très regroupé et très avec peu d'espace, donc c'est aussi difficile à un moment donné. Peut-être que Bordeaux a même été, alors c'est toujours on dit le public siffle, mais a pas été même assez patient dans le jeu, c'est-à-dire à droite, à gauche, à droite, à gauche, et à un moment donné, bah, t'as des décalages qui se font. Mais si tu fais une fois à droite, une fois à gauche, c'est pas suffisant pour contourner un bloc. Est-ce qu'on va faire le focus sur Lucas le Rageur? Alors je vous dis pourquoi. Alors c'est vrai que moi je fais les tops et les flops, je regarde les matchs. Et le Rageur, tout début on m'a dit ouais, j'ai vu des analyses de personnes, journalistes qui disent que c'est un super joueur. Et moi j'ai trouvé qu'il vraiment son niveau de jeu s'était dégradé sur la fin d'année. Et il est toujours aligné. Malgré, je trouve, des prestations, il est pas étincelant, il est moyen. Alors c'est peut-être moi qui ai pas une bonne vision. Et là, on voit sur ce match d'Amiens, il fait une relance complètement ratée, qui relance Amiens finalement. Il marque un but grâce à Oui, mais c'est lui qui fait le break aussi. oui, voilà. C'est Faut ça. l'oublier. Donc voilà, Faut l'oublier, tout c'est ça. Et je suis hyper partagé sur ce joueur. Quel style de joueur c'est? Comment on peut le définir son jeu à Rageur? Travailleur de l'ombre. Ouais. Voilà, je pense qu'il a un très gros volume de jeu qui permet un gros abattage au milieu de terrain et qui finalement permet aux autres de peut-être briller un peu plus. Voilà, c'est le joueur qu'on voit pas trop faire des trucs exceptionnels, mais qui est toujours là pour récupérer un ballon, qui est là pour se battre, qui est là pour faire des appels en profondeur, parce que c'est un des seuls aussi qui prend la profondeur sans ballon. Il l'a fait une ou deux fois, notamment en première mi-temps, je crois qu'il plonge et il réclame peut-être une faute aux abords de la surface. Mais ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être pas très beau à avoir joué, mais je pense qu'il est très utile dans une équipe. D'accord. Donc tu valides à 100%, toi, le Rageur. Je valide pas forcément à 100% parce que je préférais peut-être un autre profil de joueur. Il y a aussi ces profils-là où pour moi, il manque de vivacité pour pas être encore plus présent au milieu du terrain. D'accord. Moi, Jean je vais Rat. faire confiance à Christophe Franken, qui l'a vu jouer pendant quand même une saison et demie, 2 saisons avec Maïté. Non, mais c'était un des meilleurs, Oui, oui. un des meilleurs milieux de terrain de Belgique. Et tu fais toujours confiance aux étrangers, toi. Ils me font rêver. Ils me font Juste rêver. Barenghem. Mais je te fais confiance aussi, Didier. Je t'avais suivi sur Grandville. Hein. Et j'ai envie, voilà, de donner du crédit à cette paire-là, d'autant plus que Maïté, je le trouve très intéressant. Et puis le Ragé a réussi à nous montrer quelques fulgurances. Si Maxime Pungi arrive à bien jouer, pourquoi pas le Ragé? Oh, elle était pas mauvais, hein, pour une fois. Oui, c'est ce que je deux dis, fois. mais je trouve qu'il s'améliore. Ouais. Je Non, suis mais le premier à le dire. Comment tu trouves, toi, Manu, le Rageur, ton avis? Ouais, je suis un peu comme toi, en fait. Je suis un peu partagé. J'apprécie le mec, enfin le joueur, parce que je le connais pas. J'apprécie le joueur. Je trouve qu'il a des 36 fois, je le connais fulgurances des fois qui sont intéressantes et il a de bonne entente avec Soloido Maïté. Soilo. Voilà. Maïté, vu leur passé et tout, pour moi, il faut le laisser s'installer. C'est un joueur qui a besoin de temps et qui a un potentiel intéressant, qui a un volume de jeu très intéressant. Comme disait Didier, c'est un joueur de long, c'est un gratteur et on a besoin de ce genre de joueur aussi. Aujourd'hui, s'il n'avait pas ces qualités-là, Gourvenec, Bédoué. Eh ben oui. Il l'aurait mis sur le banc. C'est ce que je me dis. Donc c'est pas quand t'as un entraîneur où tu dis finalement, bah J'ai trois entraîneurs qui c'est jouent, c'est le chouchou de l'entraîneur ou voilà, Mm. il y en a 3 là quand même et les 3 fois il est dans l'équipe, donc Ouais. ça veut dire qu'il a un rôle quand même important. Et on a Gino qui réagit sur Twitter. Oh, Gino. Je sais pas si c'est notre Come stai? auditeur. Oui, c'est lui. C'est lui. Il nous dit, ça fait du bien de voir Malcolm sortir et ne pas avoir de faveur particulière. Oui, il était C'est son sorti. avis. Il avait pas tapé dans la main du coéquipier à Strasbourg D'accord. en sortant, et là, il est sorti. Ouais. Je ne savais pas, je connais pas. Il trop le le sortait, Gourvenec aussi. Hein. Oui, sans Je doute. trouve, ouais. Je n'ai pas trouvé qu'il était plutôt favorisé C'est par le l'avis de coach avant. Gino. Ouais. Non, je pense pas, mais ce Comment qui est c'est surtout plaisant, c'est de le voir jouer plus simplement. Ouais. Ouais. Il fait jouer les autres et on voit que Bordeaux joue mieux. Il y a moins de gris-gris et c'est vrai qu'il est très très fort sur ses décalages. Et bon, finalement, hein, il sait aussi faire des passes plus que des passements de jambes et ça se ressent tout de suite. Hein. C'est vrai que sur le deuxième but, moi j'ai eu peur qu'il gagne le ballon. Ah oui. Quand on a vu sa balle, Ouais. je l'avais fait lui la passe. Ouais. Et il a Et fait la passe, tout simplement. Le centre, tout simplement. Le Radger est là, bim, but.
C'est simple le football des fois. Ouais. Des fois, Non, quand mais bien c'est- fait, le football c'est simple. entre Ouais. guillemets. On a vu des beaux buts. Vu qu'on parle du côté droit, je voudrais faire un petit clin d'œil à Youssouf, qui est sélectionné avec les U18 de Bernard Diomède. Youssouf Ouais. Zaïdou. Largement Edwin mérité. Taha. Ouais. Taha, Taya, Taha. Taha, ouais. Non, pas Donc, Rachid, voilà, Rachid. petit clin d'œil à lui, ça fait plaisir de voir des Bordelais dans cette liste. Ouais, on voit qu'il y a des jeunes. Petit clin d'œil aussi à Didier qui est de Saint-Etienne, il n'y a pas de Stéphanois dans cette liste. Non, mais il faut dire parce que la formation stéphanoise n'est pas Ni dans le trop mal classement. d'ordinaire dans ces. C'est vrai qu'on parle souvent de la tiens, on va faire un petit arrêt là. On parle souvent Mais de la je formation. voulais juste, j'habite où? À Non, Bordeaux. non, mais tu es originaire de Non, ouais, mais Saint-Étienne. j'ai choisi, Non, non. j'aurais pu De choisir. Saint-Étienne de Mollard. C'est un Bordelais, Didier, c'est pas Stéphane. Casar l'a bien dit, c'est de Mollard. Saint-Étienne de Mollard, attention. Mais tu vois, encore une fois, avec deux jeunes du centre de formation, donc c'est bien que le Hayan soit non pas sud-américain, mais soit de la formation bordelaise. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et des joueurs et Koundé, c'est un pur Bordelais. Hein. Ouais. Pur produit. Ouais, voilà, pur produit du centre de formation. Hein. C'est du terroir, les gars. Ouais, on va pouvoir peut-être penser qu'il va rester combien de temps Koundé à Bordeaux? Oui, déjà qu'ils finissent la saison, s'il reste sur ce niveau d'exigence. Bon, Il Ouais. fera du monde après, qu'il devient champion Ouais, du ouais. monde. Parce qu'il y en a qui lui prédisent un avenir incroyable après ces quelques matchs. On lui espère, on lui Ouais. souhaite. C'est ça qui est fou dans le foot, c'est que Bordeaux Ça était à la très vite, cave hein. il y a 4 matchs, maintenant on peut reparler d'Europa League, quoi. Ça fait peur. Hein. C'est assez fou. Oui, puisque Ça se Nantes trouve, Saint-Étienne sera pas à Saint-Étienne. Hein. a fait match nul. Ça se trouve, hein. Pareil, l'équipe de France 2012, voilà, revient dans la. Parce que Saint-Etienne a fait un recrutement. Tu parlais de l'Europe, on en parlait, hein, qu'il fallait pas encore regarder devant, mais on peut faire un petit focus sur le classement. On voit que Nantes a 38 points, qui est 5e, Montpellier 37 points, 6e, et Bordeaux, Montpellier 37 points, 6e, et Bordeaux 35 et surtout points. que Nantes n'est pas 7e. dans une bonne tendance en ce Ouais. moment, donc il y a ça à c'est- prendre en compte aussi. C'est un peu compliqué. Je pense que tu pourras vraiment regarder vers le haut une fois que tu auras passé les 3 prochains matchs. Ouais, Et c'est on ça. peut rappeler les 3 prochains matchs, c'est Vas-y. Marseille, Nice et Monaco. Et Monaco, tout à fait. Déjà avoir quelques points là-dessus. Alors qu'on va accueillir Albert Celades dans quelques instants. Voilà. Pour l'instant, il n'a pas d'appel. Pas d'appel pour l'instant. Bon. On en est où au niveau du live Ouais. Alors, Lucas en fait, Je reste habillé il est pour venu l'instant. s'installer pour bosser à côté de nous, Aurélien. Il est en train de monter un film là. Alors, justement, la fin de match. Alors, j'ai lu dans ton analyse, Didier, dans Sud-Ouest, et tu disais que la fin de match traduisait une fragilité. Et moi, j'ai raisonné à l'inverse. Je me suis dit, si vraiment on avait été si fragile, on aurait craqué complètement sur la fin de match, et on a réussi à quand même tenir le score. Est-ce que je me trompe ou Oui, peux dire, je me trompe. non, mais la fragilité, elle se traduit pas que par le tableau d'affichage, elle se traduit par les occasions que tu as subies en fin de match. Il y a, sur la dernière occasion, il y a un corner, il y a une frappe qui est complètement dévissée par la Miennois, qui peut, s'il la prend bien, elle peut être cadrée. Mais c'est pas ça, c'est simplement que tu as encore les traces à un moment donné de voilà, quand je dis que Bordeaux n'est pas totalement guéri, c'est que quand tu prends un but, bah tu sens que c'est pas un rouleau compresseur, que tu vas pas continuer avec une sérénité, que tu deviens un peu moins. Après, moi j'ai bien aimé aussi l'interview de Poyet à la fin du match qui dit je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Ça veut dire que tu es pas obligé, dans certains matchs, de fermer à 5 parce que tu mènes. À un moment donné, il y a des matchs où tu dois peut-être passer à 2 attaquants carrément pour aller mettre le danger et t'éloigner de tes buts. Donc, c'est pas une obligation de dire parce que tu mènes, je vais mettre 5 défenseurs. Et là, on en est la preuve. À Strasbourg, tu le fais, tu es solide, tu concèdes pas d'occasion. Ici, tu le fais, tu vois que tu t'amoindris finalement, que tu es plus, tu as plus notamment Malcolm qui est plus là, qui tient plus les ballons. Tu as Laborde qui est sorti, donc qui fait plus, il y a plus les mêmes efforts. Donc c'est aussi peut-être dans la gestion des joueurs. J'ai regardé le match de Rennes à Lyon. Il n'y a pas de changement qui est fait. Parce qu'à un moment donné, même si tu veux préserver un score, tu es pas obligé de faire des changements. Parce que tu peux aussi, par un changement ou 2 changements, mettre le petit grain de sel qui va faire que ça marche moins bien. Ouais, Jean-Noël, vas-y. Moi, je voudrais, puisqu'on parle de remplacement, évidemment, je suppose que ça ne vous a pas échappé que Paul Bice n'a pas joué et qu'il est passé Il est rentré. sur le 3. canal Football Club Ah aussi. oui.
J'ai trouvé qu'il était très serein, pas de chichi là-dessus. Vous en pensez quoi du coup de la non-titularisation ou de de Paul Bice quoi de... Elle est logique. Malheureusement pour lui, il est absent. Pablo et Condé font le boulot, font le travail. Pourquoi les bouger? Moi, je disais l'inverse il y a 2 semaines. Hein. Mais bon, il l'a expliqué. En plus, coup, le coach a expliqué devant la presse qu'il lui avait expliqué. Donc, on ne peut. Il y a vraiment une transparence totale là-dessus. Après, sportivement, c'est plutôt un choix logique. Les résultats donnent raison au coach. Donc, après, je trouve l'avantage, c'est que quand il l'utilise quand même en cours de match. Il l'a utilisé 2 fois. Première fois à Strasbourg où ça a été réussi, deuxième fois face à Amiens où c'était un peu moins réussi, mais il apporte quand même une présence, je trouve, et un leadership quand il rentre dans l'équipe qui amène de la force. Après, je pense qu'il aura l'occasion de jouer, mais bon, moi je trouve ça tout à fait normal. En plus, je vais dire, il peut en vouloir à personne. C'est une erreur sur une grosse faute qu'il fait, où il se fait expulser. Donc finalement, il sort pas parce que il y a 2 jaunes et qu'il s'est sacrifié pour l'équipe et que finalement, tu perds ta place parce que tu t'es sacrifié. Tu perds ta place parce que au départ, mais bon. Perdre sa place, je pense qu'il l'a pas perdu. C'est à un moment donné où il y a des performances qui font que, quand ton équipe elle est performante, que les coéquipiers qui t'ont remplacé sont performants, tu attends ton heure et il va certainement la retrouver. Mais je pense que c'est plutôt sain cette concurrence là. En plus, j'ai l'impression que la notion de groupe joue fortement là depuis qu'il y a Poyet qui est arrivé. Et j'ai pas l'impression qu'il soit perturbé. Au contraire. Ouais. Et puis c'est Paul Bice, c'est un mec du club, de la région. Non, mais c'est un mec sain. C'est un mec sain. Voilà. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui l'auraient peut-être pas pris comme ça. Je suis tombé là sur les échanges de textos entre Mourinho et Lassana Diarra quand il jouait au Real Madrid. C'est vrai ça ou c'est un fake? C'est quoi? Vas-y, raconte, c'est quoi? Non, on peut pas. Soi-disant que Lassana Diarra avait été écarté par Mourinho du groupe Real Madrid et à l'époque Mourinho lui envoie un texto pour le réintégrer et Lassana lui dit écoute, t'as qu'à réintégrer ta mère. Bon, okay. Voilà, donc là, est-ce qu'on peut parler Bon, là, on est loin de ça. Heureusement. Mais puisque vous me demandez, je vous raconte l'article. Non, mais c'est intéressant. Après, moi, je suis assez, je me méfie de ça. Ouais. Parce que d'abord un manager ou un entraîneur, il réintègre pas son joueur de l'effectif par texto. On est des hommes, voilà. Le 21e siècle. Mais t'es des hommes. Pas le joueur. Ouais, donc Paul Bice, normal, quoi. Bon, logique, en plus, mais il y a la notion de groupe et je trouve qu'il participe au collectif à sa manière. Et voilà. Puis j'ai bien aimé moi son intervention au Canal Football Club. J'ai pas du tout vu. C'est programmé en général. J'ai pas regardé. C'est programmé en général quelques semaines, peut-être pas quelques semaines, mais quelques jours avant. Et je pense que ça, il tombe dans le moment où il est remplaçant et je l'ai trouvé très serein, très bien. Bonne communication, très bonne communication, très posé. Il a bien expliqué les choses avec beaucoup de un Luca Lafrero de la Vega aussi. Voilà. Bon, après, c'est pas une émission où les joueurs sont un peu poussés dans leur retranchement. C'est quand même très. C'est canal. Il y en a des fois, on leur pose des petites questions ironiques. Oui, aux joueurs un peu sensibles qui peuvent supporter. Mais ce n'est pas le joueur le plus médiatisé, le plus invité, donc on y va tranquillement, tu vois. Bon, allez, on revient sur la déclaration. Moi, vous l'avez vu, la déclaration de Poyet? Tu dis, c'est rare de voir ça aujourd'hui, je trouve. Pas du tout, est-ce qu'on peut me le dire? Alors, je sais qu'il a dit un truc, mais je ne sais pas. Bon, en fait, ce que disait Didier, il a dit qu'il reconnaissait une erreur, il a expliqué pourquoi il aurait pas dû faire ce coaching au lieu d'un autre, quoi. C'est pas si rare que ça. C'est pas si rare que ça, voilà ce que je me demandais. Non, c'est pas si rare que ça. Moi, j'ai vu des entraîneurs en Ligue 2 et même en Ligue 1 le faire. Toi, ça t'arrive de le faire des fois? Oui. Ouais, tu as fait. Oui, parce que soit tu te considères au-dessus et que à un moment donné il y a que tes joueurs qui font des erreurs, mais il faut pas être non plus, faut pas se voiler la face. Ça veut dire qu'il y a des moments, tu fais des mauvais changements, tu prends la mauvaise option parce que tu es persuadé, comme le joueur qui fait le mauvais centre ou la mauvaise passe parce qu'il est persuadé de la faire. Voilà, aujourd'hui, il faut être réaliste et je pense que c'est un message sain à envoyer à tes joueurs. Ça veut dire que on est dans le même bateau, vous êtes responsable, je suis responsable, vous faites des erreurs, j'en fais, je réussis, vous réussissez. On avance ensemble et puis voilà. Non, moi je trouve que c'est plutôt sain, un management dans ce sens-là, ça t'intègre au groupe.
Et puis, effectivement, tu disais, c'est pas la première fois que je l'ai vu. Il me semble que Genesio l'a dit il y a pas longtemps. Dupraz, je le faisais pas mal aussi. Voilà, Dupraz, Genesio, je pense qu'il y a Sikora qui l'a fait à Lens. Il y a, on en avait parlé en off d'ailleurs de cette conférence de presse où il dit, écoutez, vous avez qu'à entraîner à ma place. Guillon à Reims aussi qu'il a fait. Donc, ça devient Thierry de plus Loret en plus. aussi, Ouais, Thierry Loret aussi. Donc, voilà. Ouais, donc, quelques réactions, Manu, sur le hashtag WG Le Talk. Je vois qu'il y en a quelques-unes. Tu veux que je les lise? Je vois Moi, ça s'actualise pas. Mon dernier, c'est Gino. Ouais. Collectivement, il dit, nous avons aucune supériorité technique. Ouais, bon, c'est pas Gino, l'auditeur, qui nous dit collectivement, nous n'avons aucune supériorité technique. Peut-être sur ce match, non. Sur ce match, non, mais ouais. sur ce match, c'est assez juste. Il y a pas de, on n'a pas su trouver les décalages. Les seules fois où on les a trouvés, finalement, les décalages ont été faits par Sabali et Pounjé sur deux actions. Voilà. Et sur une ou deux fois avec Maïté et les Raguerre. Mais on n'a pas à 0-0 ou à 0. On n'a pas vu de percée fulgurante de Malcolm. On n'a pas vu Laborde, voilà. Et de l'autre côté, c'était Bryce White. On les a pas vus. Finalement, sur ces trois joueurs, on n'en a pas vu un briller individuellement, je pense. Donc oui, il n'y a pas de grosse différence. Du coup, on avait reçu la semaine dernière une supportrice d'Amiens qui d'ailleurs connaissait très très bien son équipe. Céline. Est-ce que coquin. Et est-ce qu'il y a peut-être un joueur d'Amiens, puisque moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas énormément d'intensité dans ce match-là, mais est-ce que vous avez peut-être trouvé un ou deux joueurs d'Amiens qui ressortaient du lot, toi Didier? Ouais, Kakuta. Ouais, clairement. Ouais. Kakuta par rapport à ses prises de balles, à ses décalages, à sa mobilité, à sa générosité aussi, mais il a été vraiment plus un peu en fin de première mi-temps et plus en deuxième mi-temps emmerdant pour les Girondins à gérer, toujours entre les zones, venir garder les ballons, provoquer, voilà. Alors là, non, c'est pas possible. Je vous explique ce qui se passe sur le plateau. J'appelle les forces de l'ordre immédiatement. Alors là, Manu vient de mettre le maillot de Marseille Et avec le drapeau. Et le drapeau, mais qu'est-ce qui t'arrive, Manu? Il faut pas oublier que je suis Marseillais, je suis né à Marseille. Mais attends, Manu, on en a parlé toute la semaine. Mais je crois que tu supportais les Girondins, Manu. Et mon club numéro 1, c'est Bordeaux, et mon deuxième club, c'est Marseille. Je me souviens très bien. Alors, je me souviens très bien de ce maillot. Je me souviens. Attends, mais alors là, non, là, c'est pas possible. J'attendais les vidéos, mais vous avez Lucas est en train de charger le fusil. Lucas, là, attention, il va te sauter dessus. Je vais lui couper le micro, surtout. Vas-y. Lucas. Tu sors ça. Alors là. Voilà, c'est mon deuxième club et je l'aime. Bon, t'as le droit d'avoir un deuxième club, tant qu'il passe en second. Bon, on est tolérant ici. Surtout que je me souviens de ce maillot. Bordeaux numéro 1 et Marseille. Je me souviens de ce maillot, c'est l'année où Samir Nasri perce et Djibril Cissé fait une fabuleuse deuxième partie de saison. Où il annonce qu'il finira à plus de tant de buts et il le fait alors qu'il était, je crois, à l'intersaison à 2 buts. Djibril est un seigneur. Quand je pense que tu t'es drapé dedans. Non, mais j'en reviens pas. Depuis tout à l'heure, il a son maillot de Marseille sous sa veste. Mais pourquoi tu viens ton perfecto? J'attendais le live, j'avais chaud, mais là. Bon. Allez, justement, on va parler de ce Marseille. Donc, un vrai test pour Bordeaux. Marseille-Bordeaux, c'est, non, il me fait la bise au logo, quoi. J'hallucine. C'est pas possible. Ça va, Didier, tu tiens, quoi, assis à côté de lui? Faut pas tourner la tête. Tourne pas la tête, hein, fais gaffe, hein. Attention à lui. Non. On fera la photo tout à l'heure, hein. Un vrai test, pour Bordeaux. Comment on doit faire pour aller chercher un résultat, à Marseille? Comment faire? Il faudra être d'abord très solide. Après, je pense que le match de Marseille, finalement, par rapport au match d'Amiens et le match de Monaco après à l'extérieur, va peut-être être plus simple de gérer dans le jeu. C'est-à-dire que elle va plus convenir aux qualités bordelaises pour pouvoir contrer ces équipes-là, mais il faudra être très costaud, plus costaud que contre Amiens. D'accord. Jean-Rel, toi, tu as le droit des pronos, t'es pas obligé de faire ton prono tout de suite, mais bon. Je vais le faire tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire, alors c'est un test, hein, c'est l'équipe la mieux classée qu'on va rencontrer depuis qu'on a eu ce renouveau. Je suis un peu partagé parce que Marseille, on a l'impression que il s'essouffle un petit peu. Je les trouve moins percutants qu'il y a 2-3 matchs et maintenant je pense que de recevoir Bordeaux, ça va les sublimer. Et je suis pas sûr.
j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire à un match nul, mais je pense que ça va être compliqué pour les Girondins là-bas. D'autant plus qu'on est sur une bonne série. Comme dit Roland Courbis, une série, c'est fait pour s'arrêter. Et moi, j'ai peut-être dit une connerie, mais ils jouent pas en Europa League là. Si, ils ont joué là tout à l'heure là. Ouais. Ils ont joué. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'ailleurs? Le regard de Didier. Le regard de Didier. Jeudi, ils jouent. Ah bon? Non, l'Europa League, c'est tous les jeudis. Ouais, jeudi. Ah oui, jeudi, ouais. Et Marseille joue contre. Donc toi, Didier, tu forcément, ça va peser dans la balance. Je pense que ça peut peser dans la balance. S'ils font un bon résultat en Europa League, ça peut les. Après, je pense qu'il faudra un Bordeaux très très costaud et que j'aimerais vraiment me tromper, mais je pense que ça va être très très délicat pour prendre des points. D'accord. C'est jeudi, OM Braga à 19h. Hein. Compliqué. Voilà. Braga. Oh, Braga. Ah, c'est des équipes pas pièges, mal. Pas facile, hein, Braga. Pas mal, Braga. Ils ont été en finale, ils ont repris à 3-4 Didier s'en souvient. Ouais. Et oui, avec Sion, tu les avais affrontés en Europa League. Ouais, en 16e de finale, ouais. On avait perdu 2-1. Et ils vont en finale, je crois. Oui, ils vont en finale, ouais. Ils vont en finale, ouais. On avait perdu 2-1 à la maison et on avait gagné 1-0 là-bas. Et je crois qu'ils avaient, il me semble, je vais peut-être dire de conneries, mais je crois, voilà, il y avait un attaquant qui était, qui était très très fort. Donc, test, oui, il y aura pas Mandanda, il y aura pas Sarr, on sait pas. Il y a peut-être d'autres joueurs qui peuvent être absents. Bounassar est préoccupé par l'équipe de France. Hein. Ah oui, Le pire, c'est que quand tu vois la palette de Sinégovou, où il te dit oui, l'équipe de France, c'est jouable à condition de confirmer. Tu auras sa palette derrière. Moi, je trouve qu'on a la baraka. Je trouve qu'on est dans une spirale positive. Oui, ça peut jouer. Ça peut jouer. Et franchement, moi, c'est le premier gros test pour Bordeaux. Je crois un résultat. Parce qu'on va y aller en bloc. On a vu qu'on travaillait le bloc. Après, c'est sûr que Marseille, t'as Germain Devant. Non, mais le facteur de l'Europa, le facteur de l'Europa League le jeudi peut aussi jouer. Hein. Bon. Ok. Bon, alors, il est où Albert? Il appelle pas, Albert? Il appelle pas. Et s'il appelle pas, moi, je peux pas l'inventer. J'arrête pas d'envoyer des regards à Lucas. Eh ben oui. Alors je sais, Albert m'a dit qu'il mangeait là, mais le problème c'est qu'il m'avait bien dit. Là, c'est l'heure espagnole. Là, il vient juste d'attaquer l'apéro. Mais pour l'instant, toujours pas d'appel. Voilà. Bon, Emmanuel, toi, alors, qui supporte Marseille, là, comment moi, je vois, comme tous les Bordeaux de Marseille, un match nul, un partout. Un partout. Ah ouais. Après, je vois vraiment un match nul, un partout au moins. Est-ce que vous savez à quand remonte la dernière victoire de Bordeaux face à Marseille? Oui, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est pas celle en 2006 là? Avec Marouane Chamek, non? Non, avec Ducasse. Ducasse, voilà, ouais. C'est en 2007-2008. Non, il y en a eu après. Hein. 2007-2008. Alors qu'on est en direct sur Facebook. Donc, bonjour les auditeurs. Voilà, il y est. Oh là là. Il est arrivé avec un meilleur sang, donc vous pouvez nous suivre sur la page Facebook. Donc Aurélien vient de hacker le site du FBI et de la Fed combinée, c'est ça, pour avoir le son, Aurélien. Merci Aurélien. Donc ouais, Manu, tu disais match nul un partout. Toi, tu vois même pas parce que tu veux pas prendre position en fait. Non, je suis pour Bordeaux de toute manière, même si ça va faire étrange de dire ça avec le maillot de l'OM. Oui, c'est étrange. Mais Marseille est très très bon, Bordeaux est bien revenu aussi. Comme dit Didier, il y aura la Ligue Europa, donc ça va fatiguer un peu les Marseillais. Il manquera un Mandanda, c'est un élément très très important, parce que même si Pelé est très bon, c'est pas non plus le top niveau. Pelé, ouais, c'est pas mal Pelé, non? Taïwo et Waddle vont pas jouer non plus. C'est pas mal, mais c'est pas non plus, c'est pas ouf. Non, moi je vois vraiment un match nul, match très fermé. Très fermé. Je vois pas de match fermé, moi. Ah, quand même. Ouais, vraiment, là, je vois un match très fermé. Donc un bon match nul, les deux équipes seront contentes, et puis, et je serai très content moi aussi. Bon, Didier, je sais que t'aimes pas faire les pronos, mais non, ce match. Ah non, si t'as. Non, t'aimes pas. Non, moi j'ai dit que si Bordeaux prend un point, c'est déjà très très bien. Ouais, bon. Moi je dis match nul, un partout. Moi je vois une défaite. Défaite? Ouais. Ah ouais. Oh là là. Je pense que ça sera une défaite pas forcément à l'image du match, mais je vois une fulgurance sur un moment clé de l'OM. Et bon, après je le vois comme ça, hein. Ça veut pas dire que je vais avoir raison, parce que je pense que Bordeaux est capable aussi de se sublimer, il faut pas l'oublier, mais je trouve que le groupe de l'OM a vécu une période pas simple aussi, et ils ont réussi à se relever. Non mais le coach Garcia est quand même passé par des moments pas simples, et le groupe a su se relever, et je pense qu'ils puisent leur force actuelle de cette mauvaise passe. Faut pas oublier qu'à un moment donné, c'était pas simple du tout sur le côté de la Cameroun, il y a quelques temps de ça. Donc non, moi je pense que ça va être ça. Voilà. D'accord.
Alors sur le hashtag Manu, il y a des réactions par rapport à ton. Oh là là. Oui, mais je te laisse Attends. les lire. Hein. Alors il y a Place Johnston qui nous dit Manu, jette-toi dans le vieux port, sardine. C'est déjà fait. Manu d'émission, comment on peut supporter Bordeaux et l'OM? C'est comme aimer le homard et la knaki. Saucisse avec knaki. Faut pas les mélanger. Hein. Il a sorti la référence en live, hein, apparemment. Voilà, non, mais tout simplement, je vais t'expliquer, on étant né à Marseille et en étant tombé amoureux des Girondins de Bordeaux sur un match Parme-Girondins où tu connaissais pas le football et tu vois 6-0, puis tu vois 5-0, 6-0. C'est là-dessus que t'es tombé amoureux des Girondins? Les Girondins. En fait, non. En fait, je m'intéressais pas du tout au sport. Et en voyant ce match-là, j'avais mal au cœur pour les Girondins de Bordeaux. Ouais. C'est ça que j'ai compris que, Ton côté Cosette. et ça que j'ai compris que j'étais fan des Girondins et ça s'est suivi comme ça. Et puis, je pouvais pas oublier Marseille parce que Marseille, voilà, je suis né à Marseille, j'ai beaucoup d'attache à Marseille. Donc voilà, c'était Bordeaux et Marseille, les deux. Comme quoi, avec une défaite 6-0, ça peut susciter des Mais bien vocations sûr, de parce supporters, quoi. On est vexé, on est triste pour les Il clubs. faut être spécial. Alors, quand même. j'allais dire. C'est marrant parce que Manu est spécial. Mais bien sûr, mais bien Et il est sûr. spécial. faut. Ouais, d'ailleurs, si on peut parler juste de ce match, il restera gravé dans ma mémoire ce match de retour à Parme. Les joueurs de Parme, ils allaient 2 fois plus vite que nous, voire 3 fois, voire 4 fois. Et c'est l'année où Parme a battu justement Marseille en finale de l'Europa League. T'imagines même pas la double peine que j'ai eue. Où, C'est vrai que pour toi, ouais. où justement il y a des images de Cannavaro, Cannavaro, ils sont en chambre d'hôtel en Ils se train donnent de des perfusions. prendre des perfusions, quoi. Donc et c'est vrai que moi, ça. et ça avait confirmé un peu des soupçons qu'on avait tous eu quand même, et les mecs ils allaient à 10 000 à l'heure face à nos Bordelais, alors qu'au match aller on avait gagné 2-1 à l'Escure. Donc qu'est-ce que t'en penses, Didier, de ça? Je sais pas si c'est... Non, Sans mais c'était commentaire. dingue. Non, mais c'est vrai que ça, c'est c'était une dingue dégâts. la différence de les joueurs les Italiens, Après, ils allaient comme 10 je fois l'ai plus dit, vite. Moi, je me Peut-être souviens que pas t'avais du match changé anglais. Crespo, Je me souviens il des met une- anciens Non, mais Les frappes de Crespo, c'était après, énorme. après en Italie, c'était à un moment donné aussi assez Connu. connu et voilà. Je veux dire, bon, après. Comme dans le Bon. film de Fabien Antoniente, 3-0. Ouais. Prends la créatine et tu verras la Juve. Voilà, c'est ce que. Y a pas un film qui arrive sur Netflix là, sur le foot, Goal 3, Living the avec Dream. sur la Juventus un Il y a un documentaire. magnifique si, reportage exact. documentaire sur la Juventus de Turin. Ouais, d'accord, ok, En plus, sur le même format, je pense qu'ils avaient fait Et je vais bientôt sur, produire le sur Liverpool. documentaire de Marseille. d'accord, ok. Sacré toi. Oh, voilà. Bon, écoutez, on arrive au terme de cette première partie. Toujours pas d'Albert. Toujours pas d'Albert. Bon, Ah, écoute, là, t'allais en Albert, profiter pour l'appeler. c'est la dèche. Ah non. Tu m'as fait un faux espoir. Non, oui, je Ah, sais, bon, mais j'adore bah, faire des écoutez, faux c'est pas espoirs. grave. Mais non, toujours Il pas viendra une d'appel. autre fois. Ça fait Didier, un un deuxième mot, partie. est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Je voudrais juste, puisqu'on a un peu de temps, ouais, vas-y. dire qu'au plan mental, la performance de Fourcade au biathlon, Ouais. c'est quelque chose d'exceptionnel. Et pour moi, c'est voilà, aujourd'hui, quand on est attendu, comme il était attendu, qu'on se plante à la première, au premier truc, et qu'on arrive à faire ce qu'il a fait là, c'est un champion de haut niveau. Et le Martin champion Fourcade. Martin Fourcade, le champion de haut niveau, c'est que quand tu es capable, après l'attente, la déception, de revenir et de gagner comme il l'a fait, ça veut dire que tu as atteint un niveau mental, parce que le reste, voilà. Et dans le football professionnel, ce qui est très important, c'est ça, c'est le mental. On peut comparer à des joueurs de football, entre un joueur qui a beaucoup de qualité, énormément de qualité, et un joueur qui est peut-être moyen, mais qui a un mental hors norme et au-dessus du commun, c'est celui-là qui va réussir, pas l'autre. Et en plus, Fourcade qui est détesté par ses coéquipiers et ses adversaires au biathlon parce qu'il a voulu mener des réformes et tout. Il est hué, détesté, on ne le salue même pas dans la discipline. Donc, Et faire puis, ça en plus, il y a- c'est il y a énorme. d'autres choses. Bon, ça, c'est les coulisses. Oui. Son entraîneur donc de tir s'est barré quelques temps avant de l'équipe de France pour aller entraîner les Norvégiens. Ouais, les adversaires les plus. Et donc, il y a une de ses coéquipières de l'équipe de France qui disait d'autres athlètes, ça les aurait peut-être mis au fond. Fourcade, c'est un Lui, surhomme. au contraire, C'est un surhomme, il s'est ce mec. encore plus affiché dans la presse et avec encore plus de détermination pour aller décrocher. Donc ça veut dire que quand tu es fort dans ta tête et que tu veux vraiment quelque chose, quel que soit ce qui arrive, Ouais. tu arrives à les avoir. Alors ça prend peut-être beaucoup plus de temps. Faut être mentalement et prêt à faire ça, mais oui, ce qu'il a fait, c'est voilà. Et ça se travaille le mental justement avec les joueurs de foot.
Ou c'est quelque chose qui est inné, t'as ça en toi et tu peux l'entretenir ou le développer? Non, ça se travaille par aussi, je veux dire, tu peux aussi les travailler en séance d'entraînement, mais des entraînements collectifs, ne serait-ce que quand tu prends un but sur coup de pied arrêté, comment tu le travailles? Est-ce que tu le fais 10 fois de plus? Tu fais que des corners, ou est-ce que tu mets des petites carottes, tu mets des petits trucs à la fin qui te permettent d'être plus attentif? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Tu prends des buts dans les 5 dernières minutes d'un match. Et ben, toutes tes séances d'entraînement peuvent être faites avec cette période-là, qui sera pas 5 minutes, mais 3 minutes avant chaque période d'entraînement, où les buts comptent double ou triple. Donc tu peux perdre un match. Pour habituer les gars à réagir. Habituer à les 5 minutes avant la fin d'un match, avant la mi-temps, sont des périodes très très importantes, parce que tu as le repos derrière, tu peux remettre quelque chose, mais t'es mené à 0. T'es mené à 0. Pendant 5 minutes, il faut peut-être fermer la boutique pour rentrer à la mi-temps et dire voilà, le plan de jeu il change, on est là, on fait ça, et finalement tu as le temps. Mais t'es mené 2-0 à la mi-temps, parce que t'as pris un but dans les 5 dernières minutes, ton match il est pratiquement plié. T'as des joueurs, t'as eu toi dans tes équipes un joueur qui avait un mental de fou et qui arrivait à mobiliser ses coéquipiers, les prendre avec lui et les remonter. Et puis lui-même à se sublimer aussi. Oui. T'es arrivé? C'est rare ce type de joueur ou... Non, c'est pas rare. Mais c'est pas forcément celui que tu vas attendre. C'est pas forcément l'aboyeur qui va parler tout le temps. C'est pas celui qui va être dans les vestiaires en train de parler. C'est celui qui va pendant le match ne rien lâcher de la première à la 90e minute par son tempérament. Mais voilà, je vais prendre juste un exemple. Mathieu Valbuena. Oui. Mathieu Valbuena, c'est quelqu'un qui était pas gardé au Girondins de Bordeaux. On lui a dit que sa taille est là, qui se retrouve à Langon, qui se retrouve après à Libourne, et moi je l'ai eu 1 an à Libourne dans les séances d'entraînement, mais c'est quelqu'un qui ne lâchait rien de la première seconde à la dernière seconde de l'entraînement. À l'arrivée, il va à Marseille, où tout le monde se dit il va se planter grave. Il réussit à Marseille. Après, on se dit, il va en équipe de France, il va se planter grave, il réussit. Il va à Moscou. Mais même après, il arrive à Lyon, où finalement, dans un contexte lyonnais où il est compliqué, où il est à la cave à un moment donné, et il revient et il arrive à jouer. Oui, voilà. Ce joueur-là avait un mental, a un mental hors du commun. Très bien. Après, on pourrait parler aussi de quelques-uns de ces matchs, mais là, l'émission serait pas assez longue. Bon, ben merci.